Bonjour, soyez les bienvenus pour ce nouveau webinaire que Technofuturtique a le plaisir de vous préparer aujourd'hui. Nous sommes dans notre cycle marketing digital. Vous avez peut-être l'habitude de nous retrouver plusieurs fois par an pour aborder les thèmes de l'actualité du monde du marketing et du marketing digital. Nous avons eu un premier webinaire sur le rôle des émotions dans le marketing, un second qui a eu lieu la semaine dernière sur le social selling, donc sur la vente et l'importance de remettre l'humain aux avant-postes dans l'ère de l'IA. Et aujourd'hui, on va parler d'un concept qui est assez vieux, finalement, le marketing mix, et voir comment celui-ci évolue à l'ère justement de l'intelligence artificielle. J'ai deux invités aujourd'hui avec tout d'abord Jacques Follon, qu'on ne présente plus, qui est notre chef d'orchestre un petit peu de ces cycles marketing digital. Et puis, on est très content d'accueillir Hugues Ray, qui est le CIO d'Avas en Belgique. Donc Avas, très grande boîte de communication mondialement connue, on ne la présente plus. Merci beaucoup d'être là, Hugues. Merci pour l'invitation. Et merci à toi, Jacques, pour ta présence et justement toujours le fait de nous trouver différents sujets. Je propose qu'on commence sans plus tarder. Hugues, je te laisse le tapis rouge et ma foi, je serai le mauvais élève à t'interrompre s'il y a une question. Merci beaucoup pour tout cela. Et je pense que c'est intéressant parce que tu l'as mentionné. On va parler d'un concept qui est un peu âgé, le marketing mix, j'y reviendrai. Et on va parler d'un concept qui est un peu âgé, qui va s'adapter avec l'intelligence artificielle. Je ferai quand même une petite intro en parlant d'intelligence artificielle, qui est un concept un peu âgé aussi, et qu'on a redécouvert ou découvert pour le grand public les dernières années, mois, semaines, et dans lesquelles on a des modifications extrêmement conséquentes pour le monde du marketing. Alors, pour parler effectivement du monde du marketing et d'une réalité qui est celui du monde du marketing qui est souvent très intéressé, excité par le monde de l'innovation digitale, souvent à chaque nouvelle innovation, les marketeers ont très très envie de sauter dessus, de se dire je veux absolument l'utiliser. Je dois d'abord mettre un peu de relativité dans tout ça et se demander est-ce que c'est chaque fois un hype, quelque chose que je veux absolument utiliser, mais je ne sais pas si c'est une technologie qui va durer, ou est-ce que ça résout de vrais problèmes? À titre d'introduction, je vais vous poser la question à tout le monde ici présent, et à vous deux certainement. Est-ce que vous vous souvenez de Second Life? Tu as même acheté un petit terrain sur Second Life. Vous avez acheté un terrain avec ce Second Life, quelle bonne idée. Est-ce que vous savez encore où est-ce qu'il est situé, votre terrain, ce Second Life? Il était à côté d'un rappeur américain, je me souviens. Eh bien, à côté d'un rappeur américain. Tu nous étonneras toujours, finalement. Tu es voisin d'un rappeur américain. Adrien, vous avez une idée de ce Non, moi je ne connaissais pas. Je sais que pour les amateurs de musique, c'est une chanson de Vitalik, le DJ, mais à part ça, non. Je vois. Alors Nicolas me dit non, Rudy dit oui, Victoria bof. Parce que j'avais oublié d'allumer ton micro, Hugues, donc il t'entendait sur notre. Il y avait même le Lidl dollar. Le Lidl dollar, il y avait tout ça. Alors pourquoi est-ce que je vous pose la question? D'abord, on va un peu revenir sur le concept de Second Life. Luc nous dit Second Life était génial, donc il se souvient. Luc a bon goût, mais je pense que Luc n'est probablement plus sur Second Life, ça c'est important. Alors, on dira dans un instant que ça existe encore, mais au fond, pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que au début des années 2000, Second Life allait changer notre vie à tous. Et si vous écoutiez ce qui était dit dans les médias, tout allait se passer sur Second Life. On voit ici quelques illustrations. Tout était possible au demeurant. C'était un monde de créativité absolue. La réalité, c'est que vous pouviez avoir des discussions. Vous aviez décidé de qui était votre avatar. La notion d'avatar est devenue relativement publique à ce moment-là. Et on voit qu'on a quelques avatars très différents sur cette illustration. Les marques qui étaient présentes sur Second Life. Toutes les marques un peu sérieuses avaient décidé d'être présentes sur Second Life, Coca-Cola entre autres, avait un bar. Il y avait une banque d'ailleurs. Les banques étaient là, la NBA était là, tout le monde était là. CNN était là, Wired était là, tout le monde était présent. Et même la petite agence que j'avais créée à l'époque avait décidé de faire son cocktail de rentrée. C'était le 1er février, à 15h, nous avions créé une agence virtuelle, on pensait recevoir nos clients. Enfin, un monde qui, finalement, que je vous décris ici, que peu d'entre nous ont finalement réellement connu. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que on se trouve le 20 novembre 2009 et les articles commencent à sortir. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Ce qui est arrivé, c'est que pas d'utilisateur, pas d'utilisation réelle, une difficulté à pouvoir être mis en place, et donc des problèmes au fond.
Alors, by the way, on n'apprend pas toujours parce que si on reprend un peu ce qui se raconte, d'abord, Second Life, c'est l'ancêtre des métavers. Hein, c'est un métavers. J'allais dire, ça rappelle finalement le projet de Facebook il y a quelques années. Pas tellement non plus. Oui, ça s'est un peu cassé la figure. Et puis, si vous prenez en 2021, une nouvelle fois. Donc, en fait, des points, c'est celui que je voulais illustrer ici, c'est que vous écoutiez RTL TVI, qui ne parle pas qu'à des geeks, hein, RTL TVI, c'est une source de référence très, très correcte, et on avait des reportages de 3 minutes en télé, à une heure de grande écoute, où tout wallon, tout francophone belge pouvait accéder, où on vous parlait de Second Life. Réalité de tout ça, c'était extrêmement mis en avant par les médias, et finalement assez peu utilisé, ça n'existe plus aujourd'hui, et c'était précisément, l'intro que je voulais vous faire, c'est de se dire, toutes ces nouvelles technologies, ces technologies arrivent, mais en finalité, il faut pouvoir les évaluer. Et une bonne façon de les évaluer, c'est une courbe qui existe depuis maintenant près de 20 ans, qui est développée par Gartner, et où vous maîtrisez en fait l'évolution de la technologie et sa visibilité. Et ça commence par un niveau où, un développement technologique. Et on arrive tout en haut de la courbe, hein, je pense que si je bouge ma souris, vous allez le voir, en tournant ici autour, on est au moment du pic des attentes qui sont les plus développées. Donc on en parle beaucoup de gens en parlent, peu de gens l'utilisent. Et ce qui se passe dans la moyenne des technologies, c'est qu'à un moment, vous l'utilisez de moins en moins, ou en tout cas, on en parle de moins en moins, et on arrive à un moment où il y a une désillusion. C'est-à-dire que on en a parlé énormément, les médias en ont parlé, et on ne l'a pas utilisé. Et finalement, pour un certain nombre de technologies, on arrive à 30% d'utilisateurs, le plateau de productivité. Pourquoi est-ce que je vous parle toujours de tout ça? Parce que moi, ce qui m'intéresse, et c'est le sujet du jour, c'est de se dire, AI et marketing, où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on est à un moment de hype? Est-ce qu'on est à un moment d'espérance? Qu'est-ce que ça va pouvoir changer dans notre vie, pour nous, marketeurs, et nos clients en tant que marketeurs, et pour les clients de nos clients? Si vous prenez la courbe en 2022, on va reprendre où on en est. Pour rappel, 2022, c'est le début de ChatGPT. Je ne vais pas relancer une très longue histoire autour, mais c'est fin 2022. On n'était même pas au moment où on est avec le plus d'espérance. On est même un peu avant, selon la courbe. On voit qu'il y a un tas d'autres choses, je ne veux vraiment pas vous les décrire. 2023, c'est le moment où on en parle le plus. Où est-ce qu'on est en 2024? Pour petit rappel, la courbe de 2025 sortira en juillet, donc je ne l'ai pas encore. Mais si vous prenez la courbe de 2025, elle est 2024, par contre, elle est déjà en décroissance. Ça s'essouffle un peu. Par contre, ce qui est sûr, et on va l'aborder longuement aujourd'hui, c'est que l'utilisation est de plus en plus importante. Donc, il n'y a pas de doute par rapport à ça, et on va voir comment l'utiliser en tant que C'est aussi lié à l'évolution des IA, parce que ChatGPT de la première époque, quelque part, il est vraiment s'il était resté tel quel, il serait au bas de la courbe. Oui, et on va encore... d'abord, il y a ChatGPT, puis il y a effectivement beaucoup d'autres IA, puis on va voir qu'on va pouvoir professionnaliser l'utilisation entre devoir faire un prompt et pouvoir créer un outil qui va utiliser de la donnée, résoudre des problèmes réels. Il y a eu une marge d'évolution sur les 24 derniers mois qui est juste hallucinante. Alors, je ne devrais pas parler de hype, mais mon enthousiasme est quand même relativement conséquent par rapport au sujet. Donc, on va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça. C'est vrai que fin 2022, c'est vraiment sorti. Et 2023, je me souviens, c'était au repas de Noël, tout le monde en parlait de ChatGPT, de tout ce qu'on pouvait faire. Et puis finalement, tout le monde a fait un peu tout et n'importe quoi, pensant que ça allait résoudre automatiquement tous les problèmes. Et puis je pense que là, on peut déjà constater que non, si on l'utilise déjà pas très bien, et il y a une partie du public qui se dit je vais m'en désintéresser. Ça peut expliquer un peu cette diminution? Certainement. Alors en fait, il y a une phrase qui illustre bien ça et qui n'a rien à voir avec l'intelligence artificielle, mais si vous voulez lancer un bon projet, ça doit résoudre un bon problème. C'est une bonne façon de faire un assessment, une évaluation plutôt des technologies. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est utilisable? Est-ce que c'est utilisé? Et à ce sujet, moi, il y a un exemple que j'adore montrer, c'est celui-ci. Alors, l'illustration vient de chez Ikea, et c'est sur le site suédois, je pense. Et en gros, c'est une question que je trouve assez fabuleuse, qui est, si je vais en voiture chez Ikea, est-ce que le produit que je vais acheter rentre dans la voiture? On s'est déjà tous posé la question. Oui, mais la vraie réponse, elle est là.
vous décrivez correctement dans ChatGPT le meuble que vous achetez, la voiture, mais allez loin, hein, parce que là, j'ai parlé d'une Mini Clubman 2019, parce qu'elles n'ont pas toutes la même taille, eh bien, vous allez probablement avoir la bonne réponse qui dit oui, ça va rentrer dans ce cas-ci, mais il va falloir quand même abaisser les sièges. Tout ça pour dire que c'est évidemment complètement anecdotique, mais vous ne pouvez pas avoir une technologie qui est intégrée si elle ne résout pas de problème. Et là, c'est sortir du hype et c'est se dire, et on va en parler aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire de positif dans le monde du marketing avec de l'intelligence artificielle? Qu'est-ce que ça va m'aider à résoudre comme problème qui aurait pu exister avant, ou des situations dans lesquelles mes clients et les clients de mes clients sont en droit d'avoir une réponse qui est adaptée. Tout en gardant un regard quand même critique aussi. Si il dit, par exemple, de retirer les pieds de la chaise alors qu'elle sera dans le paquet, quoi. Donc voilà, il y a toujours son regard critique à avoir. Vous avez lu les illustrations jusqu'au bout. Mais effectivement, c'est important de garder un regard critique. Et ici, bien sûr, c'est une anecdote, mais le regard critique, il faut le garder. Et on en reparlera. Je pense qu'il y aura entre autres des questions sur les data ethics, ce genre de choses. Ben, voilà, il y en a justement une qui arrive. Et si tu peux revenir au graphe, c'est une question de Rudy qui dit: la juxtaposition de Generative AI for Marketing et Customer Data Ethics est-elle fortuite? Ces deux concepts sont côte à côte sur la courbe. Devons-nous y voir un rappel que l'un ne peut progresser sans l'autre? Voilà, c'est une excellente question et c'est très très bien vu. Une des réalités aussi du marketing, c'est que vous travaillez pour des marques qui sont consommées par des consommateurs. La phrase, tout est dans la phrase. Le consommateur, il n'est pas totalement dupe. Alors, on peut longuement parler du data ethics et du fait qu'on utilise mes données à mauvais ou à bon escient, mais à la fin, ce que l'on fait, c'est construire une relation de confiance. Et donc, s'il n'y a pas de data ethics, et heureusement, il y a des garde-fous, peut-être pas assez, vous allez détruire un potentiel qui est très conséquent. C'est qu'à la fin, lorsque vous décidez de rentrer en relation avec une marque, c'est que vous avez confiance dans la marque. Donc, si vous n'avez pas d'éthique par rapport aux données, sur le long terme, c'est invivable. Maintenant, c'est un point sur lequel il faut avoir extrêmement de vigilance. Parce que on navigue dans des eaux qui sont quand même relativement complexes. Il y a tout le dossier de Facebook qui a lieu. Je crois que ça se termine aujourd'hui. Vous pouvez encore dire: je veux pas qu'on utilise mes données. On pourrait comprendre que vous n'acceptiez pas qu'on utilise vos données, bien sûr, avec peut-être une certaine forme d'inconfort par la suite. Mais c'est une excellente question et c'est très très bien vu. Effectivement, les deux sont connotés et indépendants d'une certaine façon. Et il y a une prise de conscience des consommateurs qui a quand même augmenté par rapport à ça aussi. Il y a indéniablement, et tout est fait pour. Et quand on voit la puissance de l'outil, et on va l'illustrer de multiples façons, sans rien trop dévoiler, on va entre autres parler comment Uber fait ses prix, ça permet de se poser de bonnes questions par rapport à votre relation, aux données que vous allez transmettre aux marques et à ce que vous en retirez, bien sûr. Alors, au fond, je ne vais pas longuement redéfinir ce que c'est l'AI. Je pense que tout le monde en a à peu près une idée, mais par contre, on va la redéfinir le mieux possible pour un marketeur. Microsoft faisait ça très bien. Ça a l'air simpliste, mais au fond, ils ont transformé la question qu'il y avait au fond précédemment. On devait apprendre à utiliser la technologie. Et ça pouvait être complexe. Pour ceux qui ont un peu dû réinstaller des machines il y a 30 ans, ceux qui ont fait de la programmation, c'était relativement complexe et sans doute pas accessible à tous. Si on prend le problème à l'envers, c'est se dire, au fond, la technologie s'adapte à nous. C'est une bonne façon de parler d'intelligence artificielle, je pense, et d'intelligence artificielle appliquée au marketing. Donc pour ce faire, je vous propose qu'on regarde une petite vidéo. Let's say you want to ask Google to make you a haircut appointment. So what you're going to hear is the Google Assistant actually calling a real salon to schedule the appointment for you. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.? Depending on what service she would like. What service is she looking for? Just a woman's haircut for now. Okay, we have a 10 o'clock. Alors, ce qui est intéressant ici, d'abord la vidéo n'est pas ultra récente. Elle date, je pense que date même d'avant le Covid. Ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un dialogue. Et
ce dialogue, je ne sais pas ce que vous en pensez, est assez humain, en fait. On voit la réaction du public au quand il demande d'attendre. Est magique, en fait. Et donc, en gros, l'AI, ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle imite très, très bien l'humain. Donc, c'est important. Deuxième chose, c'est pourquoi est-ce que ça résout des problèmes? Parce que c'est la fin de Vivaldi. Pourquoi est-ce que c'est la fin de Vivaldi? Parce que c'est la fin des 4 saisons, en gros. Oui. Vous n'êtes plus à attendre qu'on veuille bien vous répondre. Dans l'absolu, vous avez une machine qui est scalable. Ça marche sur autant d'appels que vous pourriez avoir. Deuxième chose, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, c'est assez magique par rapport à ça. Et la relation que vous avez, elle est quand même performante, dans le sens où, à la limite, avec ce que l'AI a pu faire comme progrès, ça lit mieux un calendrier qu'un humain, ça calcule mieux la moyenne des temps, ça peut retrouver toutes les informations qui sont propres à vous. Donc, c'est une évidence que dans une problématique qui est proche du marketing, prendre un rendez-vous, s'assurer que vous allez servir le meilleur produit possible à votre client, ça fonctionne bien. Est-ce que vous savez ce que c'est le test de Turing? Oui. Alors, le test de Turing, c'est ce qu'on a vu ici, en gros. On va le répéter. Il va falloir que tu repartages ton écran, parce que le fait d'avoir mis la vidéo, ça a retiré ton écran, excuse-moi. Voilà, 2 petites secondes. Mais c'est vrai que justement, cette vidéo, elle date de 2018, nous précise Carole, et il y a eu cette fameuse keynote, Google I.O. Ici, cette semaine-ci, je pense, où il n'y avait que l'IA à la bouche du président de Google et avec la fonctionnalité vidéo qui fait trembler tout Hollywood, justement, parce qu'on a des décors et des acteurs qui sont plus vrais que nature, tout ça basé sur l'intelligence artificielle. Malheureusement, pas encore testé en Europe. Non, on ne peut pas. J'ai essayé cette nuit, effectivement, ça ne fonctionne pas. Il y a eu un truc à la maison aussi, c'est les deux. Oui, c'était le truc de réservation d'hôtel pour une salle de mariage, c'était 2 IA qui se parlaient. Oui, et avec toutes les problématiques que ça peut générer. Il y a une IA qui a dit, mais est-ce que tu n'es pas une IA aussi? Et finalement, c'est une question toujours intéressante à poser lorsque vous avez un bot. Demandez-lui si c'est un humain ou un bot. Mais donc, précisément, on en vient au test de Turing. Le test de Turing, c'est se demander, mais au fond, si un humain communique avec 2 entités, une est une entité d'intelligence artificielle et une est un autre humain, s'il est incapable de distinguer en posant les mêmes questions ou les mêmes interactions, qui est l'humain, qui est l'intelligence artificielle, on considérera que votre système a passé le test de Turing. Turing, on sait, c'est le père de l'intelligence artificielle. Et c'est intéressant. Pourquoi? Parce que en marketing, c'est un des fondamentaux, au fond. C'est la combinaison de ça fonctionne bien et en plus, je l'accepte en tant qu'humain. OK, ça me va de parler avec une machine. D'ailleurs, on va aborder le point plusieurs fois. Alors, avec un graphe un peu compliqué, mais au fond, pour le marketeur, c'est formidable. C'est capable d'interagir avec l'humain. C'est capable d'agir comme un humain. C'est ce qu'on a vu. Ça comprend bien, ça parle bien. C'est même capable de faire des fautes de langage, parce que vous pouvez chercher dans tous les dictionnaires du monde, ça n'existe pas. Speech, ça parle de parler. Et ce qui fonctionne pour la voix et la compréhension, ça fonctionne pour la vision, pour écouter. Ça permet de traiter du langage naturel. Oui, je pense que tout le monde a déjà testé un chat GPT. Ça comprend quand même très très bien ce que nous sommes capables d'exprimer. Des fois pas très bien d'ailleurs, il faut phraser, il faut faire les prompts correctement, il a envie de faire comme il veut, mais enfin, il comprend quand même beaucoup de choses. Et c'est capable de combiner énormément de ces facteurs pour vous faire des recommandations. Donc en tant que marketeur, ça ouvre une porte à des choses qui sont assez importantes. Alors, je te disais, et on va y venir dans un instant, le marketing mix, c'est pas nouveau, mais l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau non plus. Le test de Turing, il date de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, c'est fréquent. On voit et c'est intéressant, qu'il y a eu des vagues d'espérance avec les AI. Vous vous souvenez peut-être de Coolblue, enfin pas Coolblue, parce que Coolblue c'est une marque, pas de Big Blue de chez IBM, qui était fin des années 90, un ordinateur qui était capable de, soi-disant sous forme d'intelligence artificielle, de jouer aux échecs et de battre le champion du monde d'échecs. Qui s'en est parmi d'ailleurs. Le pauvre homme qui s'en est parmi, effectivement. Mais dans la réalité, on a parlé de ça, puis on a un peu oublié. Et donc, en fait, on a des vagues successives. Donc, au fond, le hype and hopes dont je vous parlais est important et on le voit ici. Et donc, en gros, ce qui est important, c'est que depuis 2012, une partie de la Silicon Valley et d'autres investissent dans une AI qui sera plus accessible à tous. Avant, c'était relativement complexe. Et depuis décembre 2022, c'est accessible au plus grand nombre.
hein, vous pouvez y accéder de façon gratuite et vous pouvez déjà faire énormément d'exercices qui fonctionnent particulièrement bien. Qu'est-ce qui évolue encore? Parce qu'on nous parle de Generative AI, ça je pense que la grande majorité d'entre nous l'a très très bien intégré. On arrive avec quelque chose de supplémentaire et on va en jouer dans l'heure et demie qui vient, ou l'heure quart qui nous reste, c'est de se dire, en plus de devoir faire des prompts, vous pouvez aussi créer des agents qui vont faire un certain nombre de tâches à votre place et que vous pouvez intégrer dans beaucoup de process humains. Donc, il y a accès à de la donnée, accès à de l'information et accès à des outils qui vous permettent de retransmettre cette information ou de prendre des décisions. Et particulièrement en marketing, je ne veux pas être trop long sur ça, mais l'évolution entre il faut que j'apprenne à prompter, à écrire des prompts bien, ce qui reste quand même important, et l'utilisation d'agents, les 24 derniers mois ont été de nouveau un phénomène d'accélération extrêmement conséquent. Alors, si tu peux revenir à la slide juste d'avant avec les hopes, juste encore avant. On a une question de Rudy qui dit, est-ce qu'on est à l'abri d'un troisième hiver, du coup, notamment si les limites éthiques ou environnementales sont ignorées? C'est une excellente question. Jacques, vous avez peut-être une réponse parce que c'est proche de votre matière, je pense. En tout cas, il y a beaucoup de questions. Le problème, c'est aussi de trouver la réponse parce que le côté environnemental, il y a beaucoup de discussions. Il y a effectivement un coût et on a eu Samantha récemment qui a dit arrêtez de dire merci à ChatGPT parce que chaque fois que vous dites merci, ça consomme de l'électricité bêtement. Et donc, il y a effectivement un coût environnemental qu'on n'évalue pas. Par contre, il y a effectivement aussi beaucoup de choses qui sont gagnées par l'utilisation. Donc, les défenseurs de l'IA disent oui, enfin, c'est vrai que ça consomme, mais d'un autre côté, il gagne plein de choses. Donc, pour le moment, c'est encore un débat qui est assez ouvert. Et les questions éthiques aussi par rapport à la fiabilité, par rapport aux billets, etc. Donc, il y a énormément de questions. Il y a même des gens qui sont des éthiciens de l'IA, qui publient beaucoup sur LinkedIn, pour ceux que ça intéresse, où il y a vraiment des questions éthiques extrêmement importantes qui sont en cours pour le moment. De là à dire que ça va bloquer l'évolution de l'IA. Non, mais je pense que la question est de nouveau très très bien posée et celle qui me concerne le plus, sur ce qui est éthique, c'est une évidence, sur ce qui est légal, c'est une évidence, mais la question même de l'énergie est juste centrale parce qu'elle est dans une sorte d'échelle de Maslow, celle qui est sans doute la plus évidente. Et oui, ça consomme pour des tâches qui peuvent être résolues d'autres façons. Ça, il va falloir avoir finalement une utilisation qui est responsable, finalement, pas demander à l'IA une recherche, une requête qu'on peut très bien faire dans Google. Quoique maintenant, sur Google Chrome, dès qu'on tape quelque chose, c'est Google AI Gemini qui répond. Donc voilà, ici, effectivement, il faudra s'adapter aussi en fonction des challenges qui nous attendent. Ce qui est évident aussi, c'est que l'accélération est ultra conséquente. Le fait, quand vous mettez à disposition une grande partie de la planète, et pas de toute la planète, il faut de temps en temps le rappeler aussi, ce type d'outil, l'accélération, elle est plus qu'exponentielle. Je crois que ça n'existe pas d'ailleurs, plus qu'exponentielle. Mais elle est comme cela. Donc, pour ma profession, qui est celle de la communication, les 6 dernières semaines ont été plus impactantes que les 6 derniers mois, qui ont été plus impactantes que les 3 dernières années, qui ont plus changé que les 20 dernières. Donc, ça veut dire que l'évolution va plus vite que les considérations que l'on vient de citer. Donc, c'est intéressant. De nouveau, la question est bien posée et je n'ai pas de réponse précise, pour être clair. Oui, c'est vrai qu'on en est aussi au début. Le côté légal, on a une réglementation en Europe qui est l'IA Act, qui est en train d'être mis en place, qui va se terminer de mise en application en 2027, alors que personne ne sait ce qui se passera en 2027. Et 2027, c'est demain, c'est pas dans très longtemps, surtout à la vitesse à laquelle nous allons. Tu parlais justement, on arrivait au point des bots, et Xavier dit, pourquoi est-ce que les agents des services clients sont-ils si mauvais? Pas de bonne réponse, ne comprend pas les questions. Et c'est vrai que quand on a les tout premiers bots, au début, ça aide un petit peu finalement, et puis dès qu'on a un cas qui est un peu particulier, pouf, on n'a plus de réponse et on attend qu'une chose, c'est avoir un service avec un humain. Ça a tendance à s'améliorer, mais pour l'instant, c'est quand même pas foufou, quoi. J'ai une seule réponse que je pourrais donner, et je trouve que la question est de nouveau intéressante, c'est la qualité de l'accès à vos données personnelles, parce que si l'on utilise un peu d'intelligence artificielle, celle qui nous est accessible, moi je suis très souvent étonné de la qualité des réponses que j'ai lorsque je fais un prompt sur quel que soit le GPT. Donc, en gros, c'est la qualité de l'accès aux données propres qui fait sans doute défaut et d'avoir connecté la réalité terrain avec la réalité personnelle que nous avons. Bon, c'est la réponse que je donne parce que, en théorie,
l'outil, lui, il fonctionne. L'outil fonctionne, c'est donc, ça. Je montrerai un peu plus tard, sans doute, une animation pour une banque où on transforme votre application bancaire en un outil de dialogue, un bot, qui est juste hallucinant en termes de qualité de réponse. Presque anecdotique, hein, mais parce qu'il y a des questions que vous ne devriez pas vous poser, mais qui fonctionnent bien. Donc, je trouve la question intéressante. Je pense que c'est une volonté de se dire nous allons jusqu'au bout de la démarche. Parce que parfois, les entreprises peuvent investir, mais on ne fait que finalement qu'un premier pas qui est peut-être pas suffisant et pas assez abouti et qui donne justement une expérience client un peu foireuse parce que ça ne répond pas aux questions. Et soyons quand même de bon compte, si le bot est moins bon que l'humain, vous avez vraiment perdu votre argent. Hein. L'idée, c'est que le bot soit meilleur que l'humain ou au moins égal à l'humain sur un grand nombre de questions. Et ça, c'est une évidence. Avec de façon avec plus de commodité, hein, au moment où vous le voulez, avec la façon de vous exprimer qui vous est propre. Normalement, on est censé vous comprendre. Et deuxième chose, et on y viendra quand même plus d'une fois, c'est de se dire, à un moment, le bot devrait pouvoir passer la main à l'humain. Hein? Pourquoi ? Parce que, de nouveau, on est dans un monde dans lequel, sur certains sujets, vous n'avez pas du tout envie que ce soit une machine qui vous réponde. Admettons que vous deviez vous endetter pour 1 million pour acheter un très beau bien immobilier. Techniquement, la machine est totalement capable de vous répondre et de temps en temps, vous avez quand même très envie d'avoir 25 minutes de discussion avec un banquier. Enfin, et ça fait partie des nombreux points sur lesquels on peut discuter. Donc, avec notamment le fait que les IA vont garder des questions et des réponses. En plus. Et donc, dont on ne sait pas très bien ce qu'elles vont en faire par la suite. Donc, ça pose aussi quelques questions. Il y a des sujets sur lesquels on pourrait se dire, moi, ma consommation d'énergie, je considère qu'elle n'est pas... C'est pas un grand secret et j'aimerais bien qu'on me donne des réponses le plus vite possible et qu'on puisse m'expliquer. Je considère que c'est pas sensible comme sujet, mais par contre, c'est pas un moment compliqué. J'ai pas envie d'attendre 20 minutes, idem avec mon provider telco, par exemple, qui peut être une bonne approche de tout ça. Ok. Pour avancer un tout petit peu, je vous suggère qu'on se demande, se dire, bon, ok, cette AI, on l'a compris, elle est quand même à beaucoup d'endroits et je pense qu'on est en contact tous avec ce type de solution. Mais qu'est-ce qui en est de la perception consommateur ? Alors, la perception consommateur, le nombre d'études est extrêmement élevé et les chiffres évoluent tout le temps. Si c'est une étude qui a tourné sur un grand nombre de pays, on avait 52% des consommateurs dans des pays où on a un accès à Internet, ce genre de choses, où on a plus de 50% qui avaient utilisé ChatGPT, 30% qui avaient utilisé Google Gemini. Et c'est intéressant parce qu'ils disent, bah oui, 43% disent, je crois l'information. Alors, c'est un chiffre qui pose quand même... un minimum de questions, bien sûr. Et plus de 50% qui dit, je suis prêt à l'utiliser précisément pour pouvoir m'aider. Si on avance encore un tout petit peu, mais ça c'est en train de transformer la façon dont le consommateur, et vous l'avez déjà cité, hein, est en train de s'impliquer dans ses relations par rapport aux marques. Entre autres, on s'aperçoit qu'on a un grand nombre d'utilisateurs qui, aujourd'hui, quand ils doivent acheter un produit, passent par une forme de GPT, font un prompt, et se disent, mais qu'est-ce que je dois acheter ? Alors, ça change quand même beaucoup de choses dans notre monde et ça va nous amener aux 4P. Comment est-ce que j'accède au produit ? Comment est-ce qu'on distribue le produit ? Qui va me donner de l'information par rapport à tout ça ? Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est... Certes, le consommateur est en train d'utiliser de plus en plus de ChatGPT et autres plateformes pour demander de l'information, mais une fois qu'il est dans la plateforme, il est capable d'acheter dans cette plateforme. Ce qui veut dire que des très gros joueurs comme Google, entre autres, qui est en train de s'adapter, comme d'autres formes de commerce existantes, vous avez parlé de social commerce, entre autres, ce genre de choses, sont mises en compétition avec les AI de ce monde. Autre chose. Ça, c'est une première chose et on en parle. Est-ce que les marketeurs, justement, est-ce qu'ils ont la capacité d'influencer les plateformes sur la question, parce que comme on l'avait dans le SEO, le SEA pour les sites Internet, est-ce que par rapport à l'IA, est-ce qu'il y a déjà des possibilités de pousser certains produits pour que le consommateur ait accès à celui qui est poussé en avant par rapport à d'autres ? Alors, différentes choses. L'évolution de cette pratique, elle est super rapide. Hein. Il y a 3 mois, on l'évoquait de façon très, très... c'était le futur, aujourd'hui c'est présent. Oui, alors on en reparlera plus tard. Il y a un certain nombre de mesures à prendre, qu'on est en train d'inventer, découvrir et d'expérimenter, pour être totalement franc, mais qui est de se dire, si
ChatGPT vous permet d'acheter des produits, vous avez quand même tout intérêt à vous dire comment est-ce que je fais pour être dans les produits listés, hein, enfin pour le dire comme ça. C'est intéressant encore de se dire que l'humain n'est pas dupe. Hein, il se dit lui-même quels sont les désavantages pour les marques à utiliser de l'AI. Ben oui, une perte de touche humaine. Une partie de ce qu'on va se raconter aujourd'hui, c'est comment est-ce que je fais la bonne balance entre l'humain et l'AI. Peut-être des pertes de jobs. Oui, on vous parle, c'est que en troisième point, on vous parle de privacy et sécurité, on l'a dit. Et oui, le manque de pouvoir dialoguer avec une vraie personne. Donc, il y a quelque chose à trouver. Hein. Moi, j'ai la chance de travailler dans le monde du marketing depuis plus de 30 ans. Cette bonne balance entre l'évolution technologique et cette capacité empathique humaine réelle, c'est une vraie question. C'est pas parce que ça marche mieux que je dois l'utiliser, c'est pas parce que je sais tout de vous que je dois absolument vous dire c'est ça que tu dois acheter. De temps en temps, on parle quand même de construction qui est basée sur la confiance, sur de l'empathie, sur aimer le produit, pouvoir le produit ou la marque, et qui est des fois de l'ordre de l'irrationnel. Et c'est bien de ça qu'on va parler par la suite. Et tant qu'à parler de rationnel et d'irrationnel, et ici c'est une petite question qu'on peut se poser et qu'on peut poser aux participants, au fond, on s'aperçoit que certaines marques ont décidé d'utiliser des mannequins qui seraient créés par l'intelligence artificielle. Alors là, je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas ce que... Dites-le nous dans le chat. Dites-le nous. Et sans vouloir influencer votre réponse, on a presque un 50-50. 55% des utilisateurs de l'enquête ici disent oui, c'est acceptable. 45% trouvent que ce n'est pas une grande idée. Alors, c'est intéressant parce qu'ici, c'est une réponse. Mais c'est une réponse verbalisée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le sentiment. Okay. Donc, les 50% disent je suis OK. Je m'intéresserais beaucoup plus à savoir quel est leur sentiment lorsque l'image ne leur semble pas réelle. Ça reste quand même un des défis du marketing. Hein. C'est communiquer avec les gens et générer de l'émotion et s'assurer que ces émotions soient correctes. Donc, on a dites-le nous dans le chat, qu'est-ce que vous pensez justement de cette utilisation de l'IA pour générer des modèles, des mannequins dans l'industrie de la mode. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et comme l'a dit Hugues, quel est le sentiment qui vous touche derrière cela? Je vois qu'on a eu 2 questions entre-temps pendant que vous répondez à la petite question que je vous pose. Il y a une question de Nicolas qui rejoignait justement Jacques sur les pratiques de SEO, SEA. Donc ça, on y reviendra après. Nicolas, rassurez-vous, on garde cette question bien au chaud. Il y a une question de Rudy qui dit l'IA, elle change-t-elle la façon dont on décide ou seulement la vitesse à laquelle on se décide? Est-ce que ça modifie notre façon d'être finalement, ou est-ce que ça nous permet justement de prendre des décisions peut-être seulement plus rapidement, mais que nos capacités fondamentales ne vont pas changer? Alors, c'est une question qui est de nouveau de l'ordre du philosophique, parce qu'ici, moi, on parle de marketing, et il y a beaucoup d'autres types de décisions que vous allez poser comme question à l'AI, et sur lequel c'est votre relativité éthique qui va pouvoir prendre la main. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une évolution, et ça rejoint d'ailleurs la question précédente que vous avez posée, avant, on vous proposait 1 page, 2 pages, 3 pages sur Google avec des réponses possibles, à une réduction du nombre de réponses. C'est entre autres arrivé avec tout ce qui était outils d'intelligence artificielle vocale, où on ne vous proposait pas 4 réponses, mais la réponse de Siri, qui était, ça c'est la réponse unique. Un tas de gens d'ailleurs très très bien avec cela. Ici en plus, ce qui est intéressant, sans pouvoir préjuger de la vitesse à laquelle ça se passe, c'est que l'articulation de l'explication de la réponse est plus forte. On vous dit, si vous utilisez assez correctement l'outil, pour telle et telle raison, vous devriez choisir ceci. Donc, c'est quand même très très différent en termes de libre arbitre, je dirais. Et c'est de ça aussi qu'il faut c'est à ce point-là aussi qu'il faut pouvoir s'intéresser. Avec une partie humaine qui est, je garde mon sens critique, et une partie intelligente de se dire comment est-ce que je peux construire un raisonnement qui est, et j'insiste là-dessus, à la fois logique et empathique. Si vous oubliez l'empathie en marketing, vous passez à côté d'une très très grosse partie du job en fait. Le problème de l'esprit critique, il y a une étude en France il n'y a pas tellement longtemps. En fait, ils arrivaient à constater qu'il y avait moins de la moitié des gens qui avaient un esprit critique. Donc là, le problème, évidemment, c'est aussi jusqu'à quel point
il y a une espèce de manipulation quelque part du consommateur qui, en tout cas de la partie des 50%, qui ne s'en rendra pas compte. Alors, la réponse la plus directe, c'est entre esprit critique et expérience. Oui. C'est l'expérience qui fait enfin, c'est the proof of the pudding is in the eating. Hein. Donc, si ça fonctionne mieux que ce que vous avez avant, vous allez continuer à l'utiliser jusqu'au jour où ça va vous amener dans des situations que vous n'auriez pas imaginées. Et je pense que ça fera partie de la courbe d'apprentissage pour tous. Seulement, je l'ai déjà dit, ça va tellement. Enfin, la courbe d'apprentissage, c'est plus une courbe, quoi. C'est une ligne droite vers le haut pour le moment. Donc, on est quand même dans cette zone un peu particulière. Alors, à la question de savoir comment est-ce que vous percevez les mannequins générés par l'IA dans la publicité, on a Jade qui nous dit c'est délicat. A priori, je dirais oui, mais, en majuscule, dans le monde de la mode, on veut voir le vêtement sur un véritable être humain pour se rassurer qu'il donne bien sur une personne. David nous dit la mode va continuer à jouer son rôle et définir les codes. L'IA devra se contenter de les imiter. Et Gauthier vient avec une question plutôt pour toi, Jacques. Mais est-ce qu'il n'est pas prévu au niveau européen de notifier les consommateurs quand les images sont retouchées par l'IA? Donc ici, dans le cadre d'une campagne de pub où les modèles sont purement et simplement générés par IA, il faut aussi se poser la question. Oui, ça en revient. C'est un peu le même débat qui revient. C'est qu'il y a eu, quand on a eu les premières images qui sont sorties sur Internet, on s'est posé la question de savoir, et ça date quasiment du siècle passé, et que la musique aussi, on allait mettre des fingerprinting, etc. Genre 4 jours plus tard, Sony avait dit je donne $1 million à celui qui parvient à me le craquer. Ça a pris 2 jours. Donc le fait de mettre en avant des choses en disant voilà, vous allez devoir le faire. Alors, ce qu'on dit beaucoup pour le moment, mais comme le dit Hugues, ça va tellement vite, c'est que la solution elle est peut-être dans la technique. Il y aura peut-être des IA qui seront capables d'identifier les images des IA. J'ai vu passer un truc ce matin de quelqu'un, un Français, qui dit moi j'ai créé une IA qui permet d'identifier les images et les vidéos qui sont créées par les IA. On verra. Mais peut-être qu'il y a des IA qui vont mettre en place un système qui va faire que c'est une de contre-IA. On a la même chose au niveau académique, et Hugues le sait très bien, par rapport aux étudiants. Est-ce qu'on est capable ou pas de définir si un mémoire aujourd'hui a été fait en tout ou en partie par une IA? Voilà. Donc, c'est un point intéressant sur lequel on peut rebondir. En gros, c'est par moment de se demander est-ce qu'il faut encore faire des mémoires à partir du moment où on sait les faire de façon aussi agile avec de l'intelligence artificielle. Ce qui peut d'ailleurs remis dans le contexte marketing. Est-ce qu'il faut continuer à faire de la pub comme on la faisait avant? Je prends la publicité en réduisant un peu le marketing. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, moi, je pense qu'à la fin, en respectant l'éthique, en respectant le data privacy, ce qui m'importe, c'est que le consommateur se sente bien. Mais en respectant tout cela. Alors, c'est peut-être le moment de se dire, alors, et ce marketing mix dont on nous a parlé, il est là quand est-ce qu'il arrive, c'est toujours... Parce qu'il y a peut-être des gens, ils ne savent pas ce que c'est. Précisément. Alors, le marketing mix, d'abord, on va faire une toute petite mise au point. Quand on parle souvent de marketing, pour beaucoup d'entre nous, c'est de la pub, promotion. Et pour certains, ça se réduit à qu'est-ce que je vais pouvoir faire sur Facebook. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Entre autres, le marketing mix, c'est se dire comment est-ce que je vais construire de la valeur. Donc, c'était le premier pilier du marketing mix. Je vais travailler mon produit. Et on verra que ça évolue parce que de produit, on est plutôt passé à service. Deuxièmement, comment est-ce que je vais mettre un prix sur ma valeur. Donc, c'est le deuxième P, c'est 4P, le marketing mix. On va parler de prix et on va beaucoup plus parler de valeur. Et on va voir qu'entre autres, ce prix qui était souvent unique avant, grâce à l'intelligence artificielle, peut varier. Et la valeur, c'est ce que vous êtes prêt, vous, à mettre pour un produit ou un service. Le troisième point, c'était un quatrième. Le troisième point était un troisième P, qui est place. Ce que je veux dire avec place, c'est la façon dont mon produit est mis à disposition du consommateur et comment est-ce que cette valeur que j'ai produite est mise à disposition. Et la quatrième, c'est effectivement promotion, la pub. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui je dois communiquer? Comment je peux faire mieux dans ce monde? Donc, on va travailler effectivement sur ces 4 piliers du marketing mix en se disant, oui, le produit devient plus service et de plus en plus est un service qui est fait sur mesure pour le consommateur. J'y viens. Deuxièmement, le prix, on va essayer de l'adapter au mieux de ce qu'on sait de vous. On va voir que c'est souvent à l'avantage quand même des marques. Là, on peut avoir un bon petit débat. La troisième chose, c'est on va parler d'accès. Comment est-ce que je mets cette valeur ajoutée accessible aux consommateurs? Et enfin, la promotion prend la pub peut prendre d'autres chemins qui sont peut-être moins qui interrompent moins votre relation avec le lieu dans lequel vous consommez la pub. Commençons par le plus simple au fond. Comment est-ce que je produis de la valeur?
Je ne vais pas vous raconter ce que c'est Netflix. Là, je pense que tout le monde peut à peu près savoir de quoi on parle. Mais il est intéressant de se rappeler que Netflix a été lancé au milieu des années 90. Ouais, ça date pas d'hier, en fait. Ça ne date pas d'hier. Et c'était pas du tout de la vidéo on demand, mais bien, alors c'était dans le monde de la vidéo, c'était des DVD physiques. Ouais. Netflix a fait un constat. Et je reviens à mon point de pour avoir un bon outil, il faut avoir un bon problème à résoudre, qui était si je dois distribuer des DVD physiques, tout le monde demande la même chose au même moment. Et ça se passe aux États-Unis. Et en gros, si j'arrive pas à livrer chaque fois à mon client avec des nouveautés ou avec du contenu qui l'intéresse, je vais avoir un problème parce qu'il ne va plus continuer à payer son abonnement. Et donc, ils ont mis en place un système, au fond, de compréhension individuelle de chacun de leurs clients, et un outil de recommandation. Et là, on est avant la SVOD, enfin, on est avant la VOD, la vidéo on demand. L'idée de base de Netflix commence à exister. Si je me donne des outils, je vais pouvoir garder mieux mes clients et leur servir autre chose que les blockbusters que tout le monde veut voir. C'est un sujet intéressant qui fera par la suite les fondamentaux de Netflix. Nous, tous, ici, et si vous payez votre abonnement, c'est important, d'une certaine façon, et que vous avez une interaction avec votre plateforme Netflix, énormément de choses sont personnalisées. Que ce soit le contenu qu'on vous propose, que ce soit les différentes parties d'écran, l'ordre dans lequel on vous propose les choses. Et tout ça est basé, finalement, sur plus de 200 algorithmes, donc c'est de l'intelligence artificielle, qui vous comprend et qui fait tout pour vous garder. Donc, on vous pousse, on s'aperçoit que vous n'êtes pas venu depuis 3 jours, on s'aperçoit que vous arrêtez toujours sur le même type de scène, on s'aperçoit que cette série ne vous convient pas. Le modèle de Netflix est basé là-dessus. Tout est fait pour éviter ce qu'on appelle, au fond, et on le voit ici, tout est une recommandation, pour éviter ce qu'on appelle fondamentalement, en marketing, du churn. Donc, que vous alliez voir autre part. Et ça semble très simple, au fond, il suffit d'avoir des utilisateurs et puis des bases de données de l'ensemble des contenus. On traite de la donnée, on fait une prédiction, on vous donne une information sur les différentes plateformes. C'est un chouïa plus compliqué. J'imagine que c'est un peu plus compliqué. Ouais. Oui, et en même temps, c'est assez logique en fait. Mais par contre, ça marche extrêmement bien. D'autant plus que Netflix travaille continuellement pour améliorer le système, pour voir ce qui se passe chez ses concurrents, pour intégrer des données qui sont extérieures. La météo, par exemple, a une influence. Ce qui se passe dans la vraie vie, si vous avez une finale de Coupe du Monde, normalement, il est plus que probable que la consommation de ce jour-là sur Netflix va diminuer. Enfin, tout ceci est intégré dans le modèle, mais et même dans la conception des séries maintenant, d'ailleurs. On va y venir. Ouais. Ça, c'est la deuxième chose. Ouais. Mais la première chose, c'était de se dire, et c'est le use case 1, on essaye que vous sortiez pas de l'aquarium Netflix, carrément du bocal, ou dans le bocal d'un autre, ou carrément en dehors du monde de la SVOD. Est-ce que ça fonctionne ? Oui, ça fonctionne parce que on voit que la moyenne dans la catégorie est d'un churn de 5%, et Netflix arrive à dire, oui, c'est les derniers chiffres que j'ai pu trouver, nous, on tourne autour de 2,3, 2,4%. Donc, il y a eu une concurrence aussi accrue, quand on voit, il y a 10 ans, Netflix était le seul opérateur pratiquement, puis Prime est arrivé, et puis après, on a vu toute une constellation d'opérateurs à la demande qui est arrivée, et il faut savoir gérer cette concurrence. Il faut gérer la concurrence. Et il y a un deuxième sujet, c'est que c'est poser le second sujet, la question est bien posée, c'est de se dire, est-ce qu'on est juste des diffuseurs ou est-ce qu'on veut être plus grand que les producteurs ? Et donc, en gros, c'est pas l'ennemi juré, HBO, on connaît, c'est Game of Thrones, par exemple. Se pose la question au board de Netflix, c'est qu'est-ce que je fais maintenant pour être meilleur que HBO et pour garder une forme de suprématie ? Et il y a la question de se dire, qu'est-ce que je dois produire ? Si je me mets à produire du contenu, comment je fais ? Jacques, est-ce que vous vous souvenez de la version de House of Cards anglaise ? Donc, il y a une version de House of Cards qui est à voir, est un peu avec David Lyon, entre autres, et Ian Richardson, qui est un peu angoissante, honnêtement, parce que ça se passe en Angleterre dans les années 90, et qui a été la base de réflexion de la construction de House of Cards américain. Pourquoi est-ce que ça se passe comme ça ? Parce qu'en gros, l'analyse des données que nous lâchons tous sur Netflix pendant des années a permis à Netflix de se dire, OK, qu'est-ce que je fais maintenant ? Qu'est-ce que j'ai besoin pour enrichir mon propre catalogue qui va me permettre d'être meilleur que les HBO de ce monde et d'être à la fois diffuseur et producteur. Et donc, les deux premières années de la série House of Cards ont été financées directement en se disant, on va avoir
le contenu dont on a besoin pour compléter notre portefeuille et on sait déjà que ça va fonctionner. Ça semble être anecdotique, de nouveau, ça n'est pas, parce que gérer correctement votre portefeuille, en vous posant la bonne question de ce que je dois acheter sur le marché, et deux, en produisant la suite, de ce qui vous manque, leur permet de faire des économies substantielles. Donc, quand je dis qu'on fait évoluer la définition produit en un service et que ce service vous est plus adressé, oui, c'est la réalité, c'est du sur-mesure. Et deuxièmement, ça se base sur l'expérience consommateur en utilisant des algorithmes pour offrir une meilleure version de la plateforme. Donc, c'est intéressant de façon très conséquente. Alors, c'est la réalité qu'on voit ici. On va éviter qu'il s'en aille, on va prédire pourquoi il n'accepte pas et on va pouvoir, consommateur par consommateur, adapter le produit. Ça marche encore dans un tas d'autres industries. Au demeurant, une fois que vous avez des données et une réflexion par rapport à ça, ça marche pas mal. Dans tout ce qui est le retail vêtements, ça marche assez bien et ils sont allés un tout petit peu plus loin parce que je parlais de la combinaison compréhension du consommateur d'une part, les machines et puis les hommes. Parce que je pense qu'un de nos intervenants disait pour la mode, la mode, ça reste quand même une histoire assez humaine. On ne peut aller que dans ce sens-là. Et c'est effectivement la bonne balance entre très fort personnalisé et être très relevant. Vous n'avez pas spécialement envie d'être habillé comme votre voisin parce qu'il a les mêmes descriptions de ce que vous êtes. Vous attendez quand même, pour un certain nombre d'entre nous, à ce que vous soyez différent. Et c'est précisément ce qui a été mis en place avec une combinaison d'algorithmes où à la fois, et je vais aller directement sur cette illustration-ci, Stitch est un outil qui, d'une part, résout un certain nombre de problèmes évidents du monde des vêtements qui sont un 44 anglais n'est pas un 44 italien, un 44 chez Gap n'est pas un 44 chez Façonnable, deux marques comme ceci. Enfin, bref, on est avec tout cela. Connaissance des données consommateurs, si vous achetez en ligne, d'une part, si c'est pas votre taille que vous devez faire des allers-retours, c'est dommageable, ça permet effectivement d'économiser. Et deuxième chose, si vous êtes capable d'y rajouter une touche humaine, vous allez avoir un service qui est automatisé et personnalisé. Et donc, si vous êtes intéressé par comment Stitch fait travailler, vous voyez qu'il travaille à la fois sur la donnée du client, les données des marques, les données des feedbacks qui ont été donnés. Donc, chacun d'entre nous renvoie du feedback et des stylistes qui se disent en plus, on va combiner l'un à l'autre, on ne va pas copier, on va combiner. Vous avez un modèle qui fonctionne particulièrement bien. Donc, voilà comment deux exemples de l'évolution du produit vers le service dans lequel l'AI a un apport très, très conséquent. Et si vous pouvez le résumer, et dans nos différents business, vous avez besoin effectivement de données. Ça va être difficile sans les données, d'un concept, et le concept, vous êtes en mesure de l'adapter. Probablement d'y rajouter de temps en temps une touche humaine, je vous le dis. C'est là où on apporte encore quelque chose, et puis vous allez optimiser de façon autonome et faire tourner le système. Ça, c'est l'idée dans laquelle on se trouve sur le monde des produits vers le service a été de façon très conséquente améliorée. De l'acceptation du consommateur par rapport à ces modèles. Mais en rajoutant, alors pour ce qui est de Netflix, il semble que ça ne soit pas un problème, et c'est même assez bien accepté. Et de fait, pour ce qui est de ce type de questions, la question est bonne, sur pas mal de catégories, donc d'industries, il y a une demande de rajouter une touche humaine. Je citais les banques, je cite ça, c'est une évidence par exemple dans le monde de l'assurance. En gros, le monde de l'assurance pourrait être tout à fait réglé par des intelligences artificielles. De temps en temps, parler à votre courtier vous fait un bien fou. L'empathie est un des mots que j'aurais cité souvent aujourd'hui. Vous pourrez peut-être me dire, mais au fond, est-ce que l'AI pourrait faire preuve d'empathie? Et la réponse éthique est, est-ce que c'est une machine qui ferait preuve d'empathie? Est-ce que c'est de l'empathie? Donc, on en est là. Il y a une étude qui est sortie il y a longtemps sur les usages des IA par les consommateurs aux États-Unis. Et un des premiers trucs qui venait, c'était le soutien psychologique. C'est devenu une des premières choses. Mais si c'est accepté comme tel. Donc, en gros, ça répond d'ailleurs à une des questions, c'est si vous êtes conscient de parler à une machine, ça n'est pas un problème en tant que tel. Et là, je vais élargir un tout petit peu le point de vue éthique. Si vous êtes inconscient de parler avec une machine, c'est tout ce qu'on a connu comme problème de vous pousser à faire des actes qui ne sont pas ceux qu'ils devraient être normalement faits. On est dans quelque chose qui est inacceptable. Et j'insiste, le marketing doit rester acceptable. Vous travaillez pour des marques et vous travaillez sur le long terme. Et donc, les dérapages autour des marques
sont inacceptables parce que votre bien le plus cher en tant que marque est votre relation avec le consommateur. Alors ça, du coup, c'était pour le produit. On a eu pas mal de réflexions aussi et de questions. Justement, sur l'aspect humain, c'est Nadia qui dit on observe tout de même un vrai retour à l'authenticité dans la communication, surtout sur les réseaux sociaux. Les contenus UGC plus bruts et vrais génèrent plus d'engagement et certaines marques, notamment en cosmétique, l'ont bien compris. Donc voilà, pour la petite réflexion. Donc l'importance de l'humain, effectivement, et de l'authenticité. Et dans même toutes les formations que j'ai déjà pu donner, justement, pour des petits indépendants, gérer leur Facebook Pro, etc., on leur dit, mettez de l'humain avant tout, mettez des processus humains au centre de vos réseaux. Il y a une question, justement, de Rudy qui dit, est-ce que produire du contenu basé sur les goûts passés, donc par exemple House of Cards, est-ce que ça ne risque pas d'appauvrir l'innovation artistique? Et puis, je voudrais rajouter à ça que c'est quand même un choix risqué parce que, par exemple, ici, moi, House of Cards, je ne savais pas du tout qu'il y avait une version anglophone. Il y a une série qui est mythique, qui est The Office, qui est basée sur une version anglophone beaucoup moins connue. Il y a eu une version australienne qui a voulu sortir l'année dernière et qui s'est totalement ramassée parce que, voilà, on ne s'attaquait pas au mythe américain, ils voulaient refaire un reboot. Enfin, ici, ce sont des choses aussi parfois misées sur des contenus passés. D'une part, est-ce que ça peut donc appauvrir l'innovation artistique? Et d'autre part, parfois, ça peut être risqué. Alors, je réponds de façon très générale. C'est juste une question très générale. C'est un fabuleux débat. Mais il y a quand même un point, et moi je réponds en tant que publicitaire pendant un instant. C'est un point que je souligne très souvent. C'est-à-dire qu'au fond, je pourrais laisser et on le reverra une dernière fois à la fin, mais je pourrais laisser toute ma création publicitaire donnée aux machines, qui pourraient regarder tout ce qui s'est passé, ce qui a fonctionné avant, ce qui a fonctionné avant, et se dire, tu imites, hein, tu regardes tout ce qui était bien, et puis à la fin, on va garder ce qui était bien. Moi, ce que je crois, et c'est vrai pour l'art aussi, c'est que la pub comme l'art, toute comparaison utile, c'est quand même être disruptif. Pourquoi est-ce que vous regardez de la pub? Pourquoi est-ce qu'elle vous touche? Pourquoi? Parce que ce n'est pas exactement ce à quoi vous vous attendiez. Parce que ce n'est pas une copie. Alors, des fois, c'est une copie, ça marche beaucoup moins bien. Hein, vous parliez d'authenticité. Vous parliez aussi de... oui, c'est... On déjuge l'esprit humain, on vous fait dérailler. À un moment, ça veut dire que vous allez donner de l'attention parce que ce n'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Et donc, pour répondre d'une certaine façon, c'est en ça que l'humain est important. Et effectivement, penser que copier encore fait du sens, non, précisément pas. On le sait en art, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En communication et en marketing, être capable de faire différemment vous fait gagner du temps. Parce que plus de la même chose n'est pas la solution. Il va falloir être différent, plus adapté, et sur l'adaptation, ça fait du sens, on le verra. Mais ça reste quand même une forme de... Oui, c'est pour ça qu'on parle de un tout petit peu de créativité quand même dans ce métier, c'est de penser différemment. Est-ce que les machines peuvent penser différemment? De nouveau, c'est un très très long débat. Est-ce qu'elles savent faire preuve d'empathie? C'est un autre débat. Mais dans l'absolu, je pense que la question est bien posée aussi. Alors, on parlait vraiment du produit, de son premier P. Comment l'IA permet-elle de transformer un produit en offre sur mesure, nous demande Rudy. Est-ce que, par exemple, vous avez déjà vécu une expérience où un produit, un service semblait taillé exactement pour vous? C'est vraiment une excellente question et pas que je me souvienne. Mais par contre, il est évident que, entre autres sur les plateformes à contenu, ce qui m'est poussé, dans un grand nombre de cas, la réponse me convient. Ouais. Donc voilà, je trouve que la question de nouveau est très très bien poussée. Mais je pense que c'est à chacun d'ailleurs de faire sa religion sur le point. Alors, c'était le premier P du produit. Maintenant, on va passer au deuxième, qui est celui du prix. Et le prix, c'est important, parce qu'on l'oublie souvent. Hein. On dit, faire du marketing, tu fais un bon produit, puis tu fais de la pub. On a un élément qui est quand même assez important, qui est celui du prix. Alors, juste pour dire, au fond, il y a différentes façons de faire un prix. Le plus simple serait de se dire, ça me coûte autant, puis je le vends, je fais une marge. OK. Ça, c'est la version de base. La deuxième serait de se dire, je regarde combien mes compétiteurs le demandent, et puis j'essaye d'être moins cher, quoi. Bon, version pas illogique. La troisième, c'est de se dire, et c'est sans doute celle-là sur laquelle on a le plus à gagner, c'est de se dire, mais qu'est-ce que mes consommateurs sont prêts à payer? Alors, pourquoi est-ce que c'est important de qu'est-ce que mes consommateurs sont prêts à payer? Parce que si vous ne le faites pas, vous risquez de perdre de la marge. En gros, si votre prix est ici la zone bleu-verte, vous vendez pas à la personne qui se trouve ici qui n'est pas prêt à payer le prix, et puis tous les autres étaient prêts à payer plus cher.
imaginez que vous êtes capable de donner à chaque personne le prix qu'elle attend, vous allez maximiser votre prix ici. Donc, en gros, c'est la valeur qu'elles sont prêtes à donner et vous n'allez pas louper la première vente. OK? Donc, ça, c'est le fondamental. Celui qu'on connaît bien, c'est Uber. Alors, Uber, en gros, on croit que c'est uniquement l'offre et la demande. Ben, c'est un peu plus subtil que ça. Le prix que vous allez avoir sur Uber aujourd'hui est enrichi de tout ce que l'on sait de vous. Et donc, c'est une façon de créer un prix et c'est intéressant. Alors, c'est cité d'ailleurs par un certain nombre de cadres d'Uber. Ils disent l'indicateur le plus proche qui nous permet de faire monter un prix, c'est l'état de votre batterie de téléphone. Et donc, en gros, si on sait qu'il ne vous reste que 15 minutes, curieusement, le prix pourrait monter. Ici, on est en plein débat éthique. Évidemment, OK, de se dire, je sais des choses de vous et je fais évoluer le prix. Néanmoins, c'est une bonne façon de pouvoir se dire comment puis-je maximaliser et pas uniquement sur une notion d'offre et demande. Si le bien est rare, comment est-ce que je peux l'utiliser? Ceci dit, et toujours parce que la question elle est ultra interpellante, je pense qu'on pourrait, on pourrait avoir un très très long débat qui va durer plus d'une après-midi. C'est pas inintéressant aussi de se dire que la réalité est sans doute entre les deux. Il est intéressant aussi de comprendre que je comprends techniquement que quelqu'un est capable de payer plus parce qu'elle est loin de chez elle, elle n'y est jamais, qu'il est 3 heures du matin et qu'il lui reste 3% de batterie. Est-ce que je suis obligé de l'arnaquer? Ou en tout cas de la mettre sous pression. Je serais une marque, j'aurais de très longues, je serais gestionnaire de marque, je serais très longue réflexion. Et sachez, pour compléter le point, que par exemple en Inde, on est en train de revenir sur le sujet. Toujours Uber, qui te dit, OK, il y a ce que la machine pourrait suggérer, mais on redemande aux consommateurs combien est-ce que vous êtes prêt à payer. Donc, est-ce que vous pouvez faire une autre offre? C'est probablement culturel ou négocier une évidence. C'est loin d'être péjoratif de le dire. Et ça rentre bien, mais c'est intéressant parce que ça réhumanise. Ça réhumanise. Et j'insiste là-dessus, le pricing dynamique, on a déjà beaucoup parlé d'éthique aujourd'hui, mais le pricing dynamique et l'éthique, ça fait 4, évidemment. C'est extrêmement, extrêmement conséquent. Voilà. Sur ce point-là, je ne veux pas plus m'étendre. On va peut-être faire réagir là, parce qu'on est sur ce domaine. Transparent sur le pricing, justement, c'est que le consommateur, un, ne le sait pas, et deux, de cette façon, est-ce qu'on ne devrait pas, quelque part, lui donner un peu plus d'accès à la façon dont c'est fait pour qu'il comprenne. Le truc de Ryanair, tout le monde sait que les prix sont à la tête du client et que quand on est dans un avion Ryanair et qu'on demande à son voisin combien il a payé, il faut jamais payer la même chose. Et donc, les consommateurs le savent, mais concrètement, pourquoi, comment, etc. Là, il y a des gens d'urbaine qui circulent. Et je crois qu'un peu de transparence par rapport à ça pourrait renforcer aussi la confiance des consommateurs. Écoutez, moi, je peux aller que dans votre sens. Je répète, et je le répète depuis presque 1 heure, quand vous travaillez pour une marque, ça dépasse simplement. Il y a d'autres items qu'un produit, un prix, la façon dont vous le distribuez et votre pub, c'est aussi la confiance que vous allez générer. C'est des choses qui sont immatérielles et importantes. Donc, si le modèle tient, c'est difficile de dire le contraire, mais à un moment, sur le très long terme, Uber a sans doute pas envie de devenir le Ryanair des taxis. Ils ont eu suffisamment de challenges autour de tout ça, et donc ça mérite d'avoir une vraie réflexion en tant que marketeer, réellement. Alors, on parlait du prix, maintenant, the place, l'endroit, finalement. On commence à avancer avant d'arriver à la promotion. Avant-dernier sujet, effectivement. Alors, en quoi est-ce que ça a changé notre vie? Les plateformes digitales sont de plus en plus riches. Donc, je pense que tous ici, un grand nombre d'entre nous, achètent, fait du shopping, s'informent. Si vous devez décrire, l'exemple ici est pas mal, si vous devez décrire à la main une plateforme sur laquelle vous avez 1 demi-million d'items et que vous voulez donner des descriptions précises, autant dire qu'il va falloir du personnel. Ici, l'intelligence artificielle, elle voit correctement, elle va faire une description, elle va même l'adapter en fonction des feedbacks des consommateurs. Donc, en gros, c'est déjà une vraie aide à la construction de notre contenu sur des contenus répétitifs. Juste un point, et pour moi, il m'importe beaucoup. Alors, c'est pas tout à fait récent non plus, mais Kia avait plus de 800 sites web sur la planète. Vous allez me dire, c'est pas étonnant en tant que tel, mais au fond, un site web de constructeur automobile, c'est souvent une belle vitrine, vous avez un car configurateur, mais ça ne répond pas toujours à vos questions, en fait. D'autant plus que on n'a pas tous les mêmes questions par rapport aux voitures. Remplacer ça par un robot,
qui fonctionne bien, j'insiste, par rapport aux questions qu'on a déjà eues, mais vous allez avoir une autre façon de communiquer. Et sans lancer la vidéo, parce qu'elle a peu de sens, mais sachez que des essais de bots, entre autres sur des cartes de crédit, fonctionnent assez bien. Si vous pouvez contacter votre carte de crédit, par exemple, une où il y a une boule orange et une boule rouge, et lui demander combien vous avez dépensé ce mois-ci, où vous l'avez dépensé, vous allez souvent au restaurant, dans quel type de restaurant, enfin ce genre de choses, c'est anecdotique, mais ça fonctionne. Et donc, si vous devez faire des recherches précises, on ne comprend pas pourquoi vous avez payé tel service ou tel produit, ça va fonctionner et ça pourrait tout à fait aider en termes d'accès à l'information, parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est un service aujourd'hui ? C'est la mise à disposition d'un certain nombre d'items, mais c'est aussi la relation avec le client. Donc, pour ça, effectivement, on est dans des changements. Et ça va, et c'est intéressant. Si vous organisez votre plateforme de façon plus intelligente, entre guillemets, en y mettant la couche AI, vous allez avoir probablement plus de temps avec le consommateur, avec des réponses, plus de temps utile, c'est important, et qui est de l'ordre du one-to-one, du individuel. Et c'est pas inintéressant de le rappeler, ça n'exclut pas le fait que une bonne entrée en matière de dialogue au niveau de la mise à disposition du service par une AI n'empêche pas qu'à un moment, je vais le redire une dernière fois, l'humain prend le relais. Donc voilà, c'était ceci. Et s'il tourne, vous trouverez, on vous donnera l'accès à ce slide parce qu'il est assez drôle à regarder. Et donc une boule rouge, une boule jaune, on ne va pas citer Mastercard. Mais effectivement, c'est un bot à qui vous pouvez poser toute forme de questions. Téléphoner aujourd'hui chez Mastercard, je ne suis pas persuadé qu'en posant toutes ces questions, on vous réponde avec la même précision et dans le même délai, rapidité. Ou qu'on vous réponde tout court pour un tas de bonnes raisons qui ne sont pas du tout, je ne mets pas en doute la qualité du service de Mastercard, mais qu'on vous dise non, ça je ne peux pas vous le dire par téléphone, par exemple. Or, il s'agit de vos dépenses. Là, on voit par exemple, si vous regardez un peu, combien cet homme avait dépensé, il avait dépensé $5 000 et on voit dans quel type de magasin, les villes dans lesquelles il a passé du temps, combien j'ai dépensé dans des restaurants à New York cette année. Et on va, je connais un peu le film par cœur, comme ça vous verrez qu'à la fin, la dernière réponse, c'est qu'il aime manger chez Italie à New York, endroit tout à fait correct au demeurant. Mais donc vous avez vu que, est-ce que c'est important ? Oui et non. Ici, c'est un peu anecdotique, bien sûr, mais la qualité de la réponse qu'on peut vous donner fait partie de la réalité. Et la précision, surtout. Voilà. Quand elle est utile. Hein. Enfin, au dollar près, savoir combien vous avez mangé dans un restaurant italien, à mon avis, ne change pas votre vie. Mais si ça peut fonctionner. On en est effectivement à un sujet qu'on vient d'aborder et qui a déjà été intéressé. Oui, l'intelligence artificielle devient un outil d'achat, place, l'endroit où vous allez accéder à cette information. Un chat GPT vous permet, en posant des questions, de découvrir des produits et donc de prendre des décisions pour vous, en disant je l'ai trouvé à tel prix. Et évidemment, ça dépend du prompt. Si le prompt c'est trouve-moi une machine à expresso, c'est relativement imprécis. Par contre, rallongez le prompt. Mettez tout ce qui vous importe en excluant et en rajoutant, et je reviens à l'explication de est-ce que c'est utile et utilisable. Moi, je fais, il y a un certain nombre de choses par rapport à ma machine à café que je n'utiliserai jamais. Enlevez tout ce que vous n'avez pas besoin, soyez plus précis et vous allez avoir des réponses qui sont effectivement plus rapides, plus justes a priori si l'accès à l'information est correct que ce que nous pourrions avoir avant. Et donc vous avez un passage de purement de la pub ou d'une liste de possibilités à une recommandation. Et ça, c'est relativement conséquent. Alors, on sait que ChatGPT, il y a quelques semaines, a annoncé qu'ils allaient avoir un outil de recommandation et donc de vente. Perplexity, que je conseille d'ailleurs, c'est un outil qui documente très bien ses réponses, a fait un deal il y a moins de 5 jours, en tout cas annoncé un deal il y a moins de 5 jours avec PayPal qui, de nouveau, posait les mêmes questions. On va vous permettre d'acheter. Enfin, tout est fait pour être l'équivalent du one-click chez Amazon. Hein. Donc, c'est du one-click appliqué à l'intelligence artificielle ou en tout cas au GPT. Et pour répondre, je pense que c'est Nicolas qui avait posé la question. C'est Nicolas qui avait posé la question. Nicolas, on s'est déjà rencontrés d'ailleurs. Effectivement, on est passé du SEO à du AEO, Answer Engine Optimization. Oui, un Siri
si vous voulez qu'il fonctionne, on est quand même dans une zone où l'achat n'était pas énorme. En fait, on a toujours dit que ça allait transformer nos modes d'achat, ça ne les a pas fondamentalement transformés. Par contre, on va aller vers du GEO, qui serait du Generative Engine Optimization, sur lequel la structure de ce qui est compris par l'intelligence artificielle doit être adaptée pour effectivement que vous puissiez être correctement mis en avant. Et à toutes les questions de savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui, je vais dire qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, qu'on est en train de faire des tests, on est encore dans les balbutiements de la réalité, mais en tout cas, il est évident que sur la partie du public qui est prêt à utiliser des intelligences artificielles et qui est apte à acheter, on voit qu'il y a un taux de conversion qui, sur cette partie relativement limitée aujourd'hui, le taux de conversion est fabuleux. Donc, est-ce que ça va être tout le monde? Je ne sais pas. Je ne veux pas m'avancer, mais il semblerait que ça fonctionne quand même relativement bien. Et avec des réponses qui peuvent être différentes selon les IA auxquelles on va poser la question. Précisément. Et avec des réponses qui vont être propres à vous. Pour ne citer que mon expérience, ça va quand même répondre à une partie des questions qui étaient posées aussi. J'ai un certain nombre de comptes privés pour lesquels je paye. Je n'en veux en citer deux, Claude et Perplexity. Pourquoi est-ce que j'ai pris Claude? Parce que j'ai pu décrire qui j'étais. Et donc, quand je travaille avec Claude, il sait que j'enseigne à l'ULB, il sait que j'enseigne au Vietnam, il sait que je suis CEO d'Avas, il sait que je suis président d'une ou deux choses. Chaque réponse générée par Claude est liée à la personne que j'ai décrite. Décrivez-vous dans un environnement GPT en disant ça, c'est ce que j'aime, ça, c'est ce que j'aime pas, ça, de façon générale, vous allez aider l'outil à vous faire les bonnes recommandations. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de changer. On parlait des tailles pour les vêtements. Un certain nombre de choses n'iront jamais. Et ça va bien sûr aider à la recommandation à très vite aller à une réponse correcte. Et la question, ça va être souvent, est-ce que le consommateur est prêt? Et ça va être intéressant de voir les stats quand Facebook sortira sur le pourcentage de gens qui ont accepté ou oublié probablement beaucoup plus. Ça pousse beaucoup, mais finalement, parce que ça va être révélateur aussi par rapport à l'évolution des IA, des défilements, on va retrouver avec, personnellement, je crois qu'on a la majorité des gens qui l'auront laissé faire, comme quand ils ont demandé de faire le payer au bokeh où il fallait payer pour ne pas avoir les pubs, où la majorité des gens l'ont laissé. Donc, ça va être intéressant, en conséquence, de dire, finalement, les gens sont prêts à ça, quelque part, à abandonner une partie de leurs données en échange d'un service plus ou moins personnalisé. On sait que c'est une balance entre privacy et service. On le connaît, c'est une histoire qu'on connaît depuis très longtemps. Et je ne répéterai pas la phrase « si c'est gratuit, vous êtes le produit ». Mais je pense qu'une partie de laisser de l'information à ce type de plateforme vous permet d'avoir une meilleure réponse, bien sûr. La personnalisation fait que la réponse est plus adaptée. On avait donc la question de Nicolas. Est-ce qu'il y a concrètement des bonnes pratiques à ce sujet? On est encore un peu trop tôt, peut-être, je pense. Oui, à part le fait que générer du contenu qui soit compréhensible. Alors, je vais le faire de façon, une réponse qui est dans la question. La bonne pratique, c'est générer du contenu qui va être compris par l'intelligence artificielle, en finalité. Et donc, il y avait une façon de le faire comprendre au niveau du SEO. C'est sans doute à combiner avec ce qu'on en fait au niveau de l'intelligence artificielle. SEA, du coup, GEA, est-ce qu'on faudra C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. Je ne peux pas croire que ça ne va pas exister. Par contre, un jour, on va tenter le coup. Je pense qu'il n'y aura pas de doute par rapport à ça. Ouais, parce que c'est tellement, on en parlait avec Jacques lors de précédents webinaires, ce sont des boîtes noires, finalement, toutes ces GPT, notamment la date de naissance de Mark Schrems, Jacques, qui est impossible à rectifier parce qu'on ne saurait pas aller ou trifouiller là-dedans. Donc, ça pose énormément de questions. Effectivement, les trucs, et même les spécialistes, c'est notamment quand il y a un truc de Yann LeCun, donc le patron de l'IA de Meta, il dit il y a un certain moment où nous, on ne sait plus comment l'IA fonctionne, quelque part. Et donc, tout ce côté génération derrière, et donc influence quelque part de l'IA pour donner le meilleur produit. Bon, les algorithmes de Google, au moins, eux, ils savaient. Ici, on se retrouve avec des gens qui disent finalement, on ne sait pas trop comment on va faire, et donc payer pour que tel produit soit mis en avant par l'IA, ça va. C'est hypothétique. Ouais. Et effectivement, vous parliez des algorithmes de Google, ceux de LinkedIn aussi. Il y a une partie nébuleuse. C'est quand même par moment beaucoup d'essais-erreurs qui permettent de les améliorer et des règles qu'il faut pouvoir maîtriser. Et en gros, c'est logique. Google essaye de contrôler les gens qui vont investir sur ces plateformes en les éduquant comme ils veulent être éduqués. Bref, on est encore dans un monde qui mérite d'être évalué
en termes de règles éthiques. Et donc, on avait une question de Rudy, faut-il enseigner le GEO aujourd'hui comme on enseignait le SEO hier? Donc voilà, on va peut-être attendre d'avoir plus de recul sur les pratiques avant de pouvoir l'enseigner. Mais la question est bien posée une fois de plus, et il faut s'y intéresser et se demander comment on va pouvoir l'adapter, c'est une évidence. Et alors, question de Xavier qui dit comment être sûr que l'agent n'est pas payé pour recommander un produit finalement parmi toutes ces choses? Finalement, c'est vrai que, comme on l'a dit, c'est une boîte noire, ce sera difficile de tracer, ou alors il faudra peut-être avoir des watermarks, ou comme sur Google, des contenus sponsorisés. Je vais donner qu'une seule réponse à ça. Et je l'ai donné souvent. Il fut un temps où Google n'avait pas de publicité. Je ne sais pas si pour les plus jeunes, les plus âgés d'entre nous se souviendront que Google ne faisait que donner une réponse. Puis un jour, drame, Google a proposé de payer pour avoir des réponses. La réalité dans tout ça, et ça répond à la question quand même, c'est de se dire, ça me va tant que la pub est aussi intéressante que la réponse non payante. Donc, en gros, si c'est du payant, mais ça répond totalement à mes besoins, en tant que consommateur, il y a peu de chances que ça m'angoisse, pour le dire comme ça. Maintenant, c'était plus clair de savoir, enfin, il était clair pour la majorité des consommateurs que c'était du SEO ou du SEA. C'était indiqué, d'ailleurs, on le voyait. Oui. Ici, la règle, et c'est intéressant, la règle serait, si vous voulez garder la confiance, et dans un monde qui soit un tout petit peu vertueux, de se dire, c'est une recommandation payante. Mais si la recommandation payante est la bonne, l'angoisse est quand même relativement limitée. Donc voilà. Est-ce qu'on attaquerait le 4e P? Attaquons le 4e P. On a 20 minutes pour ce 4e P. Ah, alors on a un peu de contenu. Dans le 4e P, on va parler de publicité et de communication. Il y a cette question de se dire est-ce que mon directeur marketing sera un algorithme. Je voudrais quand même montrer, pour commencer, un petit exemple qui montre quand même en quoi on peut mieux communiquer en connaissant mieux nos consommateurs. Une cible, je pense qu'on peut assez facilement dire c'est des gens que je dois toucher. Un persona est une évolution intelligente d'une cible. C'est une description plus complète de la cible, qui n'est pas une moyenne. Toucher une femme entre 18 et 44 ans qui habite la Wallonie, c'est bien, mais toucher avec de la pub, bien sûr. C'est une bonne idée, mais ça ne vous donne pas beaucoup de messages, de capacité de message. Un persona, c'est dire, elle aurait 34 ans, elle habite Namur, elle aime le vélo, et donc j'ai une meilleure capacité à pouvoir progresser. Faire un persona, jusqu'il y a peu, c'est un exercice que les agences adorent, et qui leur prennent un temps de dingue. Pourquoi? Parce que c'est super créatif, vous allez trouver plein de choses. Aujourd'hui, alors j'ai fait l'exercice ce matin, donc vous voyez que j'utilise Claude dans ce cas-ci, qui me demande comment je vais, et je lui ai demandé, agis comme un marketeur en Wallonie, je suis développeur d'un vélo électrique formidable, parce qu'il a une batterie qui fait 1000 km d'autonomie, qui récupère l'énergie solaire, collecte de l'information et crée-moi 3 personas bien spécifiques. Pour chaque personnage, je voudrais son nom, ses études, sa situation familiale, son lieu de vie, son job, tout ce qu'il faut. Ça prend 20 secondes. Alors, il a quand même dit qu'il faisait des recherches, comme vous voyez, marché électrique pour frein et obstacles. Et à la fin, il va d'abord me dire, j'ai analysé le marché wallon, je vous le passe, mais c'était cadeau, ça. Et puis, il me sort des personnages. Persona 1, Sophie, l'éco-connectée urbaine, et j'ai Sophie, j'ai même son nom, j'ai où elle vit, j'ai ses études, j'ai sa mobilité actuelle, j'ai ses freins, ses objections, ses médias préférés. Donc, et ça, c'est basé sur tout ce que la machine a pu trouver. Alors, je vais demander d'abord aussi une photo de Sophie, parce que ça m'aide à pouvoir visualiser. Oui, voilà. Il m'en sort 2 autres. Marc, Marc, en plus, c'est très marketing, c'est le pendulaire pragmatique, comme vous voyez. Donc, on a une description de cette personne qui a plutôt 42 ans. Il a à nouveau un nom de famille, on voit ses consommations et ainsi de suite. On a un 3e qui est Jean-Claude, le senior actif découvreur. Il est senior à 58 ans. Je sais pas pourquoi. Senior à 58 ans, je serai bientôt senior. Donc. Et il habite Dinan. Pourquoi est-ce que je vous montre tout ça? Parce que toute cette description nous aide effectivement à pouvoir avoir une version beaucoup plus juste de nos consommateurs, et c'est basé effectivement sur de l'information qui a pu être trouvée au niveau d'Internet dans ce cas-ci. Imaginez que vous mettiez des données qui sont propres à votre marque, ce que nous faisons quand même de plus en plus souvent, et vous allez qui sont propres et qui sont justes dans ce cas-là, parce qu'au fond, la construction de ce personnage, c'est la machine à saucisse. En gros, la machine, on la comprend, on met un certain nombre d'éléments et la qualité de la saucisse dépend des sources. C'est la même chose ici. Plus c'est juste, mieux ça fonctionne. Alors, ce qui est intéressant, c'est de se dire, mon personnage, ça m'intéresse, mais je voudrais des scénarios pour savoir vers où je vais.
Et il y a déjà une recommandation. De nouveau, je n'avais pas demandé. Claude m'a dit, je vais tout de suite te faire tes recommandations pour toucher tes 3 personas. C'est plus simple. Je dis, Sophie, ce serait plutôt des campagnes LinkedIn. Pour Marc, on va parler de presse économique. Et pour Jean-Claude, c'est de la presse spécialisée. Il ira aussi sur les points de vente et les salons. Donc, ça n'est pas que digital. Mais ce que je voulais savoir, une fois que j'avais créé mes personas, c'est combien Sophie était prête à payer. Et donc la machine m'a donné la réponse. Elle me dit, Sophie m'a répondu, bonjour, votre vélo m'intrigue vraiment. Pour être honnête, le prix est un facteur important, mais pas le seul. Je suis plutôt à calculer des ROI et je dépense 200 € par mois en mobilité. Si votre vélo peut remplacer 70% de mes trajets urbains, tout ça, c'est une question qui est... c'est toujours dans les 20 premières secondes de dialogue. Mon budget réaliste, c'est entre 2500 et 3500 €. By the way, elle continue. Elle me repose des questions, tout ça sans que je lui ai rien demandé, en me disant, est-ce que mon employeur va pouvoir régler les problèmes de leasing? Est-ce qu'il y a une garantie? Est-ce que dans 3 à 4 ans, quelle est la valeur résiduelle? Étonnant, n'est-ce pas? Donc, en gros, on se trouve ici avec un outil qui, bien alimenté, va nous permettre en tant que communicants de trouver une meilleure façon de cibler. Imaginez maintenant que vous y rajoutez des données qui sont les données réelles par rapport à votre marque. La qualité de précision va devenir époustouflante. Et donc, c'est intéressant parce que ça ne remplace pas le marketeer, mais ça l'arme très, très bien pour pouvoir aborder d'autres points, être plus créatif, être plus stratégique par rapport à tout ce qu'il fait. Je ne sais pas s'il y a des questions sur ce sujet-ci. Pas encore. Et le temps, la question classique qu'on pose par rapport à l'arrivée de l'IA, c'est que ça va évidemment faire gagner du temps à plein de gens dans l'agence ou dans les agences. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps? Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens? C'est bien sûr une excellente question. On va être plus stratégique et plus créatif. C'est la meilleure réponse que je peux vous donner pour le moment. Alors, une fois qu'on sait ça, il y a quand même un point sur lequel il n'est pas inintéressant de revenir, c'est que, vous savez, au fond, dans cette partie promotion, on produit du contenu, entre autres du contenu écrit. Et sans aller trop loin, ça fait très longtemps qu'une très grande partie du contenu écrit est produit par de l'intelligence artificielle. Vous le voyez entre autres ici, et ici je prends une chose assez... la phrase en anglais, elle est il y a eu un tremblement de terre et on vous donne toutes les informations. Ça peut aller beaucoup plus loin que ça. Et imaginez, entre autres, tous ces manuels qu'on doit encore produire, on est encore obligé de les produire. Tout ça, c'est du temps réellement gagné, qui est quand même, et en fait, dans la plupart des cas, sans doute avec beaucoup moins d'erreurs. Ouais. Ça n'empêche pas qu'il faille relire le document, éviter qu'il y ait des erreurs de réflexion, mais sur le fond, ça fonctionne bien. On parlait de personnalisation, les outils existent. Vous avez un outil qui s'appelle Persado aussi dans ce cas-ci, qui fait évoluer les messages les messages commerciaux que l'on transmet à nos différents intervenants en fonction d'énormément de choses que l'on a pu mesurer, qui sont propres à eux ou qui sont propres à des moyennes qu'on a constatées au travers de l'ensemble de la base utilisateur. De nouveau, c'est une amélioration du facteur de promotion, parce que plutôt qu'avoir un point de vue moyen, on a un point de vue tout à fait propre à chacun d'entre nous. Ne me comprenez pas mal, dans un certain nombre de cas, et on en redira, la créativité est quelque chose qu'on peut tous accepter de la même façon. C'est-à-dire qu'un bon spot 30 secondes télé peut toucher 6 millions de personnes sans devoir être adapté pour chacune des personnes, parce que les éléments sur lesquels on joue sont des insights forts, de l'émotion et ce genre de choses. Il y avait la question de Rudy, peut-on confier la création de persona à une IA? Que gagne-t-on, que risque-t-on? Une personne gérée par un language learning model est-il plus réaliste ou plus biaisé? Enfin voilà, tu nous as montré ici quand même un bon exemple. Oui et oui. Et il est plus réaliste et plus biaisé. Mais je voudrais quand même rappeler à Rudy, qui visiblement maîtrise très très bien le sujet, que quand on laisse la main aux équipes dans une agence, c'est de l'humain biaisé. Enfin, c'est de l'humain, donc c'est biaisé. Ouais. Je suis complètement aligné avec les équipes dans toutes les agences. Je ne voudrais pas du tout. Mais ici, le gros avantage, c'est qu'effectivement, donner de la donnée de qualité, il n'y a pas d'a priori pour traiter la donnée. C'est important. Il y a toujours un humain qui vérifie à la fin, que ce soit des équipes humaines qui les font ou le confier à une IA. De toute façon, il y a un final check qui est... Bien sûr. On revient à cette importance de l'humain et du sens critique. À 100%. Alors, par contre, ce que ça permet de faire, c'est quand même de se dire que les contenus que l'on transmet aux consommateurs ne sont pas toujours adaptés et pas toujours dans les bons contextes. Donc, si on a un meilleur outil pour pouvoir déterminer
où l'on va pouvoir toucher le consommateur, mais ça fait du sens. Alors, on n'a pas du tout parlé de la fin des cookies de seconde et troisième génération, qui est un vrai sujet pour le monde publicitaire. Et il y a quand même une chose qui est en train d'arriver, c'est se dire, plus le contexte est bon pour ma communication, meilleure sera ma communication. Ce que je viens de vous dire, c'est en train d'arriver, ben non, ça fait depuis toujours qu'on le sait. Si par contre, vous pouvez déterminer que ce contenu dans lequel vous allez placer votre outil de communication publicitaire est le bon, ben vous faites un énorme pas en avant. Et donc, ce que fait assez correctement l'intelligence artificielle, c'est de se dire, ben, dans ce contexte, sur tel titre de presse et dans cet article précis, le message que nous voulons faire passer sera le bon. Et donc, vous gagnez en fait un point qui est le combat de l'attention. Vous pouvez connaître beaucoup de choses de quelqu'un et l'interrompre dans une tâche qui est importante pour lui, avec du matériel publicitaire, ça n'est pas une bonne idée. Par contre, mettre ce même matériel publicitaire à un endroit où il est dans la capacité et la volonté de le recevoir, vous allez très largement améliorer votre campagne. Hein? Donc, il y a des trucs, pas de pub maintenant. Ah, finalement, cette pub pour cette machine à expresso qu'on a vue, mais j'étais justement en train d'être dans le bon contexte pour la recevoir, ça va magnifier le message plutôt que devenir une interruption. Et donc, c'est réellement ça, meilleur ciblage comportemental et pas uniquement basé sur des cookies de seconde, troisième, éventuellement uniquement basé sur de l'information qu'on sait par rapport à vous et du targeting contextuel. Donc, c'est aussi déjà un point qui nous permet de progresser. Reparlons un minimum de contenu. Alors, on peut avoir une vraie discussion sur le contenu produit par les AI. Les grandes marques s'y sont collées. Vous avez ici un exemple. Hein, Coca-Cola a poussé en fait des créatifs. Ils ont mis le paquet. Hein. Ouais, mais ils ont surtout dit utilisez-le quoi. Alors, en gros, c'est formidable d'être Coca-Cola et se dire les meilleurs créatifs du monde ou un tas de créatifs, pas forcément en agence d'ailleurs, vont utiliser la force de ma marque pour créer avec de l'AI. Moi, ce que ça m'enseigne, c'est que Coca-Cola est une grande marque. Hein. Et c'est que les gens ont envie de l'utiliser et ont envie d'utiliser l'outil. Donc, c'est plutôt un message assez intéressant en tant que tel, qui est de se dire, continuez à construire des grandes marques et utiliser les AI. Première chose. On va passer un tout petit film, c'est l'avant-dernier. Big brands have big money to hire famous people, but not the small guys. And they are the ones who are still hurting. Presenting Shah Rukh Khan, My Ad. Welcome, Shah Rukh Khan. He almost certainly has more devoted fans than any other movie star in the world. Biggest movie star in the world. Forbes have called him one of the biggest movie stars in the world. We helped small businesses by making Shah Rukh Khan, the world's biggest movie star, their brand ambassador. इस दिवाली आप भी ना अपने पास वाले फैशन नोवा एम्पोरियम से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। सिद्धि विनायक इलेक्ट्रॉनिक्स से लेटेस्ट स्मार्टफोन खरीदकर धमाकेदार सेल्फी पोस्ट करना। क्या कर रहे हो? मीठा लाए कि नहीं? We used machine learning to recreate Shah Rukh Khan's face and voice to take the local store names in the ads. आप भी ना अपने पास वाली चॉइस ऑफ फैशन से ही कपड़ों की शॉपिंग करना। रॉयल फैशन से ही, MK क्लॉथ्स से ही, पास वाली लक्ष्मी कलेक्शन से ही कपड़ों की शॉपिंग। Different versions of the same ad with local store names. Vous avez compris le point. Alors, je ne sais pas si on voit mon écran. Si ouais. Non, il est bon, il est toujours là. Alors, je peux le repartager. Je dois un tout petit peu avancer. Tout ça pour dire que, bon, ça semble un peu basique, hein, ça avance à toute vitesse. Ça semble un peu basique ce que je viens de vous montrer, mais ça a quand même un gros intérêt. Vous allez me dire, pourquoi faire ceci? Il faut revenir à la compréhension. Donc, en gros, vous vous trouvez sur le marché indien, 1 milliard d'individus et beaucoup de tout petits commerces. Cadbury est une marque de référence pour le marché indien, une marque de luxe. Vous êtes en plein Diwali, donc qui est l'équivalent de notre Noël, hein, pour le dire comme ça. Ce que fait très très bien Cadbury dans ce cas-ci, et il utilise la puissance de l'AI, c'est de dire je vais faire créer par chacun de ces shops qui sont mes clients des pièces de communication publicitaire qui vont me permettre de pousser mon message, on dirait du earned media. Ils seront transmetteurs. Et donc, c'est intéressant parce que vous parlez à différents types de publics. En gros, bien sûr, vous parlez aux clients de Cadbury, les 15 millions de shops en Inde qui vendent leurs produits. Première chose, vous leur donnez une opportunité d'utiliser une star qui est une ultra référence en Inde, et tout ça en touchant de façon
de personnaliser chacun de vos clients. Alors, c'est pas grandiose en termes créatifs, mais c'est très malin en termes d'insight. Donc, il m'a fallu, ceci dit, ChatGPT pour comprendre pourquoi c'était important et donc comprendre qu'on appelle ça un Kirana Store, qui est ce marché local des petits magasins en Inde. Je répète, ce qui importe dans ce cas-ci en termes de communication, c'est l'insight. Pourquoi je fais les choses? Et dans ce cas-ci, ça marche pas mal. Alors, en termes de création, ça peut aider bien sûr pour beaucoup de choses. Qui fait encore des crayonnés? Ça va devenir un art à part, hein, désolé de le dire comme ça. Et effectivement, vous arrivez à très vite à d'excellents mock-ups, de choses qui sont très montrables. Pour vivre en agence et sans rien raconter essentiellement notre vie d'agence, ça arrive de plus en plus souvent qu'on le fasse en fait, hein, et on le fait au quotidien. Les équipes demandent tous les jours à pouvoir faire plus, que ce soit d'ailleurs en agence créative ou en agence média. On se dit c'est une bonne façon de montrer ce que ça se fait naturellement. Ça se fait naturellement. Alors c'est aussi très très bien si vous devez dupliquer un tas d'annonces. Hein, autant de fois des crocs, autant mettre. La machine va le faire très très bien et à un prix tout à fait raisonnable. Après, dernière chose, et on va pas lancer le film, on va juste le raconter. Une de nos agences a travaillé pour Trends, pour ne pas le citer, on le reconnaît, Warren Buffett, hein, et on a fait un personnage qui communique un certain nombre d'informations. Arriver à ce type de rendu, et on vous donnera le lien vers le film, demander plus que simplement 3-4 prompts sur ChatGPT. Quand on voit le temps qu'on a dû mettre en place, la qualité des personnes qu'on a dû mettre derrière, apprendre pour que le phrasé soit le plus réel possible, ça a demandé effectivement un peu plus de moyens que simplement dire. Ça se fait pas en 2 phrases. Non, si vous voulez arriver au rendu, il a fallu mettre beaucoup plus de points. Je finirai sur la pub avec un dernier point, parce que le point qui a agité mon industrie, c'est quand même Zuckerberg qui annonce, au fond, on va plus avoir besoin ni des agences créatives, ni des agences médias. Venez investissez chez moi, et moi, je vais directement vous connecter sur vos consommateurs. Pas besoin de cibler, avec ce que je sais, et probablement pour ceux d'entre nous qui n'auront pas dit à Facebook que les données n'étaient pas accessibles, je vais pouvoir toucher vos consommateurs. J'insiste sur un point, c'est que vous construisez pas une marque comme ça. Donc, ce qu'on appelle le bas de funnel, toucher des clients qui sont prêts à déjà acheter, ça va sans doute fonctionner, mais en faire des marques pour lesquelles vous avez un attachement fort, pour lesquelles vous êtes prêt à payer, que vous êtes prêt à racheter, que vous êtes prêt à parler à la presse, à vos amis, à qui vous voulez, c'est sans doute un peu différent. Et de nouveau, c'était pour ça que je parlais du process créatif avant. Le process créatif peut être amélioré, mais de là à dire qu'il est uniquement industrialisé, c'est sans doute très, très différent. Il y a un exemple avec Facebook quand ils ont lancé leur application de dating, où l'argument était le même en disant, en gros, c'est plus la peine d'aller sur Tinder, on sait qui est la personne pour vous, ça n'a pas marché. Mais parce que il y va des rencontres amoureuses comme de la communication. Hein. C'est parce qu'il y a une partie de hasard, parce qu'il y a une partie de ce n'est pas ce à quoi je m'attendais, qui fait que l'affect, l'émotion reste extrêmement important. Donc le pur rationnel, et c'est vraiment ce qu'on dit, est sans doute pas la meilleure façon de procéder. Mais j'insiste, tout ce qu'on a vu avant, et dans cette partie promotion, ça fonctionne. Je pense qu'on est au moment où on doit conclure. Hein. Effectivement, il est pile l'heure. Très, très bien. Ça, alors, ce qui est important, c'est de se dire qu'on a vu, il y a beaucoup de choses qui vont modifier le marketing. Alors ici, on le voit. Les choses qu'on fait déjà, il y a de l'automatisation et il y a de l'augmentation. C'est 2 choses qu'on a vues. Et l'automatisation, c'est une bonne chose sur un certain nombre de choses sur lesquelles la machine va être probablement meilleure que l'humain. L'augmentation, c'est rendre l'humain plus fort. Et entre autres, on a parlé de nos personas, c'est du consumer insight en quelque sorte. J'utilise mieux la donnée, je la retransforme mieux, mais j'ai encore besoin d'un interlocuteur. Et toute la partie stratégique, on voit que le rond est tout petit, mais on voit aussi que c'est, en termes d'impact business, c'est sans doute celui qui peut le plus progresser, mais ça va nous aider de façon évidente. Et donc, on est dans une industrie qui adore prendre des nouvelles technologies, qui de temps en temps crie au drame parce que ces nouvelles technologies est en train de la bouleverser, comme toutes les autres. Et le tout est de faire la part des choses. Ce qui est automatisable et qui est sans valeur ajoutée, faisons-le. Et aidons-nous, parce que l'outil reste fabuleux, pour
tout ce qui peut être mis en avant. Et donc la vraie histoire, c'est le marketing augmenté, c'est le marketing augmenté en finalité. On aura, pour répondre à votre question, plus de temps pour la stratégie, plus de temps pour la création. On aura des research et de l'accès aux data qui seront meilleurs, et les opérations vont être raccourcies en termes de timing. Donc voilà, c'était le message du jour, hein, c'est de se dire, et c'est en train de changer. Hein, quand je dis que les 6 dernières semaines ont été conséquentes, oui, les 6 dernières semaines ont été bouleversantes. Je crois d'ailleurs que si on refait le même webinaire l'année prochaine, on aura probablement un état des lieux qui sera fondamentalement différent aussi, vu la rapidité à laquelle ça évolue. Oui, et avec une partie des questions qu'on a abordées, qui sont celles de l'éthique, celles de l'émotion, celles qui vont être abordées à revenir, bien sûr. On ne peut pas passer à côté de ces questions-là, même dans la continuité de l'évolution. Non, mais le dernier message, c'est fait tester. À chaque fois que vous faites, en connaissant les limites, tester. Rester en dehors du jeu est certainement pas la bonne idée. À chaque fois que l'on teste, on apprend. Eh bien, merci beaucoup, Hugues, pour cette super présentation et tenue dans les clous, en plus, hein, du timing. Merci beaucoup. On a répondu à toutes les questions. Je pense qu'il y avait une dernière question de Rudy quand on parlait justement du pricing avec Uber, notamment. Il disait quel secteur pourrait réellement exploiter ce type de tarification? Les transports, l'hôtellerie, l'e-commerce, les billetteries, l'éducation, la santé. En fait, ça peut aller à tout, finalement. Dès qu'il y a matière à pouvoir personnaliser, ça peut fonctionner sur tout, bien sûr. Je vois les commentaires arriver. Un tout grand merci, nous dit Nathalie. Merci de Jérôme, d'Alexandre, Alassane, Rudy. Fort intéressant. Merci pour les learnings, nous dit Gauthier. Merci à vous de nous avoir suivis. On espère que ça vous aura aidé à y voir un petit peu plus clair aussi dans toute cette mouvance finalement actuelle liée à l'intelligence artificielle. Passez toutes et toutes une belle journée et peut-être un bon long week-end à ceux qui font le pont. Et on se retrouve le 19 juin.